Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Ampoule. Aujourd'hui, je reçois Luce Molinier, une personne avec un parcours varié, qui a plusieurs vies dans une seule vie. Bonjour Luce. Oui, bonjour Alice. Écoutez, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous ce soir. Voilà. Luce Moulinier, effectivement, j'ai un parcours, on va dire, assez atypique, varié et peut-être plusieurs vies en une vie, mais finalement, c'est ma vie. J'ai un diplôme d'ingénieur INSA de Lyon, obtenu il y a quelques années maintenant, quand même. Ça ne nous rajeunit pas. Avec la particularité que j'étais sportive de haut niveau aussi. C'est une école qui est très ouverte sur l'extérieur, qui accueille aussi des théâtres-études. Ça, c'était quelque chose dans mon cursus assez tôt que je souhaitais conserver, c'était de pouvoir allier et études supérieures et continuer ma passion qui était le sport de haut niveau et l'escrime, puis aujourd'hui la voile, la course au large. Ensuite, j'ai fait pas mal de bateaux et de course au large et j'ai travaillé dans diverses entreprises de diverses tailles, des grosses entreprises, des PME, des chantiers navals aussi. Au bout d'une quinzaine d'années, finalement, j'ai décidé de créer ma structure qui s'appelle Ocean First, qui est une petite entreprise tournée vers l'innovation et le développement durable. Voilà, enfin, essayer de mettre un petit peu mes idées et puis montrer que c'est possible, même à petite échelle, chacun de faire quelque chose pour la planète. Voilà, c'est très vaste ce que je dis, mais à, au cours de mes diverses navigations, que ce soit à traverser l'Atlantique, le long des côtes bretonnes, méditerranéennes, ou même au-delà, on s'aperçoit que quand même, au fil des années, il y a ces bateaux, mais c'est le cas de le dire, mais on a une recrudescence de déchets plastiques. Alors, ce n'est pas des îles, mais on en voit de plus en plus. Et ça m'a quand même frappée. Et donc, du coup, j'ai voulu montrer que des petites idées, ben, pouvait faire des choses. Alors, chaque goutte compte, on va dire ça comme ça. Voilà. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, voilà, je vais créer Ocean First, c'est sûr, je suis décidé, rien ne va m'arrêter? Euh, oui et non, en fait, c'est plus une énergie, des rencontres, une envie et un bon timing, entre guillemets, par rapport à ma vie professionnelle en tant que responsable bureau d'études ou responsable d'atelier. À un moment donné, j'ai rencontré les bonnes personnes dans un institut là où j'habite, l'Institut régional des matériaux avancés, qui développait des matériaux recyclés et avec zéro impact sur l'environnement. Et l'avantage de ces matériaux-là, c'était que c'était de l'ajout de matière. Donc en plus, on ne faisait pas de perte. En gros, on fait de l'impression 3D, on va dire ça comme ça, avec des matériaux qui sont assez innovants. Et à base de coquilles d'huîtres, celui sur lequel je travaillais, et puis si on faisait tomber à l'eau ou dans la terre, et ben, on s'apercevait que ça faisait de l'humus et rien d'autre que ça. Et donc, du coup, c'est ce jour-là que je me suis dit, ben, oui, il y a des choses à faire avec ce produit, cette matière. C'était il y a à peu près 2 ans et demi. Voilà. Et après, on va dire que j'ai toujours fait attention quand même en vivant proche de la nature ou avec la nature quand on est en mer.
J'ai toujours quand même eu cet aspect de faire attention à l'impact que je pouvais avoir sur l'environnement et de pouvoir réduire un peu, voire beaucoup, cet impact ou notre pollution. Alors oui, je fais du bateau à voile aussi et de la course au large. Donc nos bateaux, ils ne sont pas forcément tous recyclables, on est bien d'accord, mais comme je le disais, chaque goutte compte. Voilà, donc c'est venu de là, le chaîne fort. Et ton projet d'innovation, il existe, il a pris corps, tu vends des produits. Comment est-ce que tu peux nous raconter cette phase où tu es passé donc de ton idée d'utiliser cette nouvelle technologie, ces nouveaux matériaux à base de coquilles d'huîtres, à un produit qui existe, qui est vendu, qui est sur le marché? Alors, du coup, ça a été, comment dire, assez rapide. Je souhaitais en fait réduire le time to business et fonctionner un peu en mode startup sur ce projet et de pouvoir faire des boucles relativement courtes entre les utilisateurs finaux et les testeurs pour valider le produit. Donc, c'est un peu technique et c'est assez pour ceux qui font du bateau. Euh, c'est une niche, hein, c'est un marché de niche, mais ça a commencé comme ça en me disant, bon, bah, voilà, je fais un petit croquis. En fait, sur nos bateaux, on a des bouts, donc des cordages pour tenir une voile qui s'appelle le spi. Donc, c'est une voile qu'on utilise quand le vent va derrière nous. Et, euh, et avec les nouveaux foils, donc ces appendices qu'on voit dépasser des coques, des monocoques, euh, on peut éventuellement se mettre le bout sur le foil, etc. Ou alors il traîne dans l'eau. Et donc, on mettait des bouts de tuyaux de PVC, enfin des bouts de tuyaux de jardin qu'on scotchait autour donc des haubans. C'est les câbles qui tiennent les mâts. Et puis, bah, à la fin, le scotch s'en va. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah, le bout de tuyau en plastique, il allait dans l'eau. Et donc là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et grâce peut-être à mes études en mécanique, et j'ai dessiné un petit croquis et puis calculer un petit peu les angles. Et puis très vite, avec l'IRMA, on a pu imprimer en 3D ces petites pièces. Hein. Donc, on appelle ça des systèmes E à la place de système D. Donc, ça ressemble à, on va dire, à une forme de Y, un demi-Y, qu'on vient clipser sur les haubans et qui permet que le bout soit au-dessus du pont du bateau et au-dessus des foils, mais aussi bah, si ça tombe à l'eau, parce que ça peut arriver, ce petit objet, et ben, ça se transforme en humus au bout de quelques mois. En fait, ça va être les micro-organismes qui vont venir grignoter. Et ce que je trouvais super, c'était qu'en plus, c'est du recyclage. Moi, je vis dans le 56, donc en Bretagne, dans le Morbihan. Donc, c'est un recyclage de coquilles d'huîtres d'une usine dans le Morbihan. Ensuite, avec l'ajout du liant, donc, qui est bio-organique, et ben, ça, c'est fait en centre-Bretagne. Et puis, bah, du coup, on produit les systèmes E à Lorient. Donc, c'est aussi assez local comme produit. Et ça a pris entre le petit croquis et puis la mise sur le marché, on a eu 8 mois, 9 mois. Donc, c'est quelque chose qui est assez rapide. Après, c'est un marché de niche. Donc effectivement, c'est pas normalement les timings qu'il peut y avoir dans l'industrie mécanique ou ailleurs. Mais c'est vrai que... Et puis, c'était une pièce qui n'existait pas, donc c'est breveté. Donc ça, c'était ma petite satisfaction d'ingénieur, c'est que on réfléchit, mais que ça puisse être produit, breveté, c'est quand même oui, une petite satisfaction. Mm. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Donc j'ai compris que c'est disponible, c'est sur le marché. Je voudrais équiper mon bateau.
qu'est-ce que je fais? Ah bah aujourd'hui, vous voulez équiper votre bateau de ces petits systèmes E, vous allez sur le site d'une société qui s'appelle InnoRop. Donc c'est pour l'innovation sur les boots. C'est en ligne et puis bah, vous cliquez, vous achetez. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une petite société aussi qui bosse pas mal sur l'innovation. Eux, ils mettent pas mal d'argent sur la recherche pour essayer de trouver des filets pour la pêche qui soient aussi biodégradables ou qui aient le moins d'impact sur l'environnement si par malheur on les laisse dans l'eau parce qu'il y a un caillou, parce que le poisson était trop gros ou n'importe quoi. Donc, du coup, on fait comme ça. On se clique, on se connecte, on va sur Internet et puis on va chez InnoRop et puis on peut commander ces petits systèmes E. Donc, il existe différentes tailles pour différentes tailles de bateaux. Voilà. Tous les liens seront en description pour acheter son système E. Ce qui est le plus difficile dans un projet d'innovation, c'est de passer à l'échelle, c'est de grandir. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés pour cette étape-là? Effectivement, à partir du moment où il a fallu produire plus que les 10 ou 15 pièces de test et relativement rapidement pour satisfaire le marché. Il a fallu trouver une organisation avec l'IRMA, donc c'est produit à l'IRMA, toujours au laboratoire, pour que ce soit produit par mon entreprise, par exemple, etc. Ça, c'était une étape qui avait été envisagée, mais qui est compliquée parce qu'il faut investir dans une imprimante, investir dans un local pour aujourd'hui quelque chose, ou alors de la sous-traitance. Mais le matériau étant un petit peu complexe à travailler, puisqu'il ne faut pas trop le chauffer, je n'ai pas trouvé les compétences. Donc, on travaille toujours avec le labo qui le produit. Passer à une échelle supérieure, j'ai eu des idées. Pourquoi pas des coques d'iPhone, pourquoi pas des capuchons, pourquoi pas des caches-écrous, enfin pas mal de choses qui pouvaient être distribuées sur un marché beaucoup plus grand avec ce matériau-là très intéressant. Et là, je me suis butée à effectivement à l'investissement pour la preuve de concept et puis après la fabrication des moules, puisqu'on peut aussi injecter cette matière. Passer à une échelle supérieure sur des milliers de pièces, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé la solution. Tu n'as pas trouvé la solution parce que tu n'as pas trouvé encore d'investisseurs ou tu as ton plan, ta feuille de route? Tu cherches un investisseur ou tu es encore en train de faire ta feuille de route? La feuille de route est presque bouclée sur un des produits. Par contre, c'est plus... Bon, je ne peux pas parler parce que c'est quand même une super idée. Mais par contre, oui, il y a la problématique des investisseurs, malgré le fait qu'aujourd'hui, avec la crise actuelle sanitaire mondiale et en France, on prend de plus en plus conscience que demain, l'écologie et faire attention à notre environnement et produire différemment euh, et travailler des matériaux qui ont moins d'impact, ça commence à être quelque chose qui rentre dans les mœurs, même pour les collectivités locales, le gouvernement, etc. Par contre, aujourd'hui, c'est plus sous forme de prêt. J'avoue que, vu que mon projet sportif a un peu pris le dessus depuis les 3-4 derniers mois, j'ai un tout petit peu relâché la recherche de partenaires financiers sur
le développement de ce nouveau produit qui, à mon sens, finira par voir le jour parce que j'y crois. Et il faut vraiment y croire. Mais... Bon, donc si des investisseurs nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à te contacter puisque tu as une feuille de route et des bonnes idées et beaucoup d'énergie pour ces nouveaux projets. Euh, tu souhaites nous partager aussi ton aventure de course à la voile avec ce qui t'attend très prochainement? Alors oui, pourquoi pas, c'est super gentil. Donc oui, l'aventure en course au large, donc qui m'attend au mois d'août prochain, c'est la Solitaire du Figaro. Voilà, j'ai la chance qu'une entreprise me fasse confiance pour les représenter et puis soutenir une cause, alors qui sera, elle, plutôt sociale et sanitaire. Je ne peux pas encore le dire parce que ça n'a pas été dévoilé, c'est dans un petit mois maintenant. Et donc, me voilà repartie sur le chemin, on va dire, sur les pontons et puis sur l'eau pour préparer donc la Solitaire du Figaro au mois d'août prochain, en parallèle de mes activités d'Ocean First. C'est vrai que ça demande pas mal d'entraînement en ce moment, les beaux jours arrivent, et puis j'ai une course, entre guillemets, que je prends comme une course de qualification dans 3 semaines, là, autour des Sables d'Olonne. Et c'est vrai qu'au mois de mars, il peut quand même encore faire assez froid, donc les nuits sont encore longues. Donc, c'est vrai que là, depuis 2, 3 semaines, j'essaye d'être sur l'eau le plus possible pour prendre la mesure du bateau et trouver la vitesse. Comme tu parles des Sables d'Olonne, ça me fait penser aux arrivées du Vendée Globe qui ont eu lieu pendant ces dernières semaines. Et j'avais écouté la conférence de presse de Clarisse Kremer et une journaliste, alors qu'elle venait juste de débarquer de son bateau, lui a dit: Alors, est-ce que votre activité de course au large vous aide dans votre activité de start-upeuse? Et là, je l'avais trouvé complètement décontenancé en disant: Oula, non, j'arrive pas à raccrocher les wagons. Alors, est-ce que toi, tu peux, étant à terre, nous dire si justement avoir mené de front une start-up et aussi une activité justement de course au large, ça, les deux activités se nourrissent l'une l'autre, l'une permet de décompresser par rapport à l'autre. Comment tu le vis, toi? J'essaye de cloisonner parce que sinon, les deux activités étant, enfin, c'est par passion, par envie, par énergie sur les deux activités. Parce que sinon, ni l'une ni l'autre ne peuvent réussir, à mon sens. Donc, du coup, j'essaye de cloisonner, sachant que effectivement, euh, on- je me nourris quand même euh, en mer, et c'est surtout en mer que me viennent les idées, ou sur le bateau, parce que je fais du bateau et de la course au large, donc les idées pour développer certains produits ou pour se dire, ah oui, tiens là, on pourrait peut-être plutôt faire ça, voilà. Donc le soir, je fais un dessin, je réfléchis un petit peu, mais j'essaye de cloisonner parce qu'il faut aussi réfléchir voile, réglage. Et dans l'autre sens, quand je suis plutôt sur la partie Ocean First, à travailler sur effectivement le développement de pièces, hein, ça peut ne pas être que dans le nautisme. Là, en ce moment, j'ai en test une butée de tyrolienne pour les parcs à bout. Et si c'est concluant, ça peut être pas mal aussi. Dans l'autre sens, je suis vraiment concentrée sur l'activité d'Ocean First et l'innovation, ou les business plans, ou les chiffres et les tableurs. Je ne m'évade pas. Mais par contre, la course au large, pour moi, ou d'être sur l'eau, ça me permet de sortir et d'avoir de nouvelles idées. Mm. Merci beaucoup, Luce. On arrive bientôt au terme de cet entretien. Quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes générations pour que notre futur reste désirable? Que notre futur reste désirable, je leur donnerai quelques petits conseils, à mon niveau. Un, de croire en leurs idées, de jamais lâcher.
S'ils ont une envie, essayer de la poursuivre hein, dans n'importe quel domaine et de s'ouvrir à l'autre, de ne pas se renfermer sur soi, parce que finalement, c'est l'extérieur, c'est l'autre qui nous nourrit de tout. Et une société aujourd'hui, c'est quoi? C'est la vie les uns avec les autres et on va dire en bonne intelligence, en bon terme, et aussi du coup avec la terre qui nous supporte, qui nous nourrit, donc y faire aussi attention. Et donc voilà, ouais, ce serait ça mes petits conseils. Merci beaucoup, Luce. Merci à vous.